Donc cet après-midi, nous avons une neurologue, Sophie Crozier de la Pitié-Salpêtrière, qui va intervenir sur prédire la qualité de vie, entourée, encadrée par deux philosophes, tous deux porteurs du travail et de la pensée de l'Université Claude Bernard à Lyon. Nicolas Le Chaupier, d'abord, sur savoir et incertitude, et Jérôme Goffet sur prédiction et incertitude. Vous me permettrez de dire en introduction quelques mots. Marcel Proust dit « La médecine, c'est annexer l'art de prolonger les maladies ». Dans son esprit, il n'y avait pas encore l'anticipation. Mais ici, la prédiction prolonge la maladie et la médecine peut s'arroger le droit de prolonger la maladie en l'anticipant au bien portant. Et le malade potentiel est un malade bien portant. Donc, il y a un pas décisif qui est franchi et qui est évidemment totalement nouveau en dehors de la formule de Knock qui a été citée ce matin. La prédiction est-elle le nouvel oracle scientifique? L'augmentation du savoir augmente l'incertitude, cela va être développé. L'augmentation du savoir augmente le doute aussi et augmente l'inquiétude et augmente parfois le désarroi. Il y a des effets collatéraux à toute action, à toute thérapeutique, à toute anticipation. Il n'y a pas d'action qui n'ait pas d'effets collatéraux dans le domaine de la santé. Je vais vous citer un exemple dans la prédiction. L'anorexie mentale des jeunes filles est la première cause de mortalité des adolescentes dans notre pays. Première cause. Anorexie grave, boulimie, vomissement grave, avec le suicide en collatéralité. Nous savons que deux jumelles monozygotes vraies, dont l'une a une anorexie, l'autre aura dans 55% des cas une anorexie. Si ce sont des jumelles qui ne sont pas monozygotes, fausses jumelles, ce n'est que 5% des cas. Nous savons que la jumelle va probablement faire une anorexie, 55% des cas, mais 45% des cas, l'environnement est tel que dans la même famille, avec les mêmes ingrédients, il n'y aura pas l'anorexie. L'incertitude. La mère nous dit, mais est-ce qu'elle va faire une anorexie? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? L'inquiétude est immense à l'annonce de cette prédiction. Et la solution n'est pas facile. Le deuxième élément, c'est la prévention. Jacques Touchon le disait ce matin avec une justesse totale. Le filtre qui reçoit le message va transformer le message. Je reprends l'exemple de l'anorexie. Nous avons des campagnes des diététiciennes qui interviennent dans les écoles, en classe notamment de seconde, parfois avant, parfois après, pour dire la malbouffe, il faut arrêter. Il faut manger en réduisant les corps gras, en sélectionnant un peu plus de fruits et de légumes. À la sortie, bien sûr, ce message est gobé par un certain nombre de jeunes filles qui disent « Je vais voir, puisqu'on m'a bien expliqué, comment maîtriser un peu mieux mon alimentation. » Sauf que dans la classe, il y a 2 ou 3 perfectionnistes. Il y a 2 ou 3 pré-anorexiques et qu'elles vont prendre le message et vont l'appliquer avec une telle ferveur dans leur maladie de la maîtrise qu'elles vont
démarrer l'anorexie. Ce que je vous dis, c'est observer au quotidien, dans une consultation quotidienne. Le message préventif global est remarquable. Sur le plan de l'épidémiologie de la santé, on ne peut que le défendre. Le résultat pour quelques-uns est dramatique. Il accélère. Je ne peux pas mieux illustrer ce que les messages préventifs globaux peuvent avoir d'impact délétère sur quelques-uns. C'est comme les médicaments. C'est exactement la même chose. Et le danger dans cette histoire, c'est les approximations de médecine ou de prévention sur des théories naïves, c'est-à-dire monofactorielles. Dans la maladie chronique, dans l'Alzheimer, évitons le naïf et le monofactoriel. Je vous remercie. Donc, Nicolas Le Chaupier, qui est prêt. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci à tous d'être là cet après-midi. Quelque part, je vais reprendre de façon assez rapide un certain nombre de concepts qu'on a déjà évidemment abordés ce matin et qui viennent d'être abordés. Et effectivement, ce que je vais faire devant vous, c'est déjà de maîtriser cette machine. En fait, nous sommes effectivement tous les deux de l'Université Claude Bernard et chacun d'entre nous utilisons un logiciel qui n'est pas compatible avec celui-ci. Mais alors, je commence et je voudrais illustrer avec vous aujourd'hui un paradoxe qui est que plus de savoir engendre parfois, dans certains cas, d'un certain point de vue, plus d'ignorance. Et puisque cet après-midi et cette table ronde est consacrée au savoir d'anticipation, à ces prédictions qu'on peut faire sur vous avez de bonnes chances de développer cette maladie, telle ou telle maladie, je vais essayer de traiter ce paradoxe en me demandant si les savoirs d'anticipation, les savoirs qui portent sur le futur, y échappent, et s'ils n'y échappent pas, comment est-ce qu'on peut faire? Je vais commencer par une caractérisation très sommaire de ce que sont les savoirs d'anticipation. Une caractérisation philosophique, puisque je vais m'appuyer à la fois sur Platon et sur Aristote, qui sont deux philosophes grecs. Le mythe est raconté par Protagoras dans un dialogue de Platon, qui s'intitule Protagoras précisément, et dont la question est de savoir si la vertu est quelque chose qui peut s'enseigner. Et puis à un moment du dialogue, Protagoras prend la parole, et Protagoras c'est un orateur, c'est un sophiste, et il raconte une magnifique histoire, un mythe, un détour par lequel il va illustrer sa position dans le débat. Et le mythe que raconte Protagoras nous enseigne ce que sont les arts et les sciences. Je vous le raconte en quelques mots. Vous connaissez le Prométhée, le mythe de Prométhée, celui qui déroba le feu et l'apporta aux hommes. Le mythe de Protagoras reprend ce récit, mais d'une autre façon, puisque Protagoras, donc dans ce mythe, parle d'Épiméthée. Épiméthée, c'est le frère de Prométhée, et Épiméthée, c'est l'imprévoyant. Épiméthée était chargé de distribuer les qualités, les caractéristiques à tous les vivants de cette terre. Il a doté certains animaux de plumes, de poils, de griffes, de dents, etc. Et puis, une fois qu'il avait distribué tout ce qu'il avait à distribuer, il s'est aperçu qu'il avait oublié l'une de ces créatures vivantes, les humains, qui étaient nus, sans défense, sans dents, sans suffisamment de poils, etc. Donc très très vulnérables. Et Prométhée, qui est, au contraire de son frère, le prévoyant, vient corriger la bévue de son frère et apporte aux humains, non pas des griffes, des plumes, mais des savoirs, des techniques qui leur permettent de suppléer à ce manque, à cette nudité originaire. Donc, on a des représentations à la Renaissance de ce mythe
ici un peintre italien de la Renaissance qui raconte en fait cette période primitive où les animaux sont complets et les humains sont incomplets et utilisent la technique pour se loger, pour chasser, pour se nourrir, pour se chauffer, etc., pour se vêtir. Donc la première caractéristique que je retiendrai de ce mythe, c'est que les savoirs, ils sont justement nés, les savoirs, les arts, la médecine, etc., sont nés d'un besoin de prévoyance et d'une nécessité de suppléer à un oubli. Deuxième caractéristique des savoirs d'anticipation, ils portent sur ce que Aristote nomme les futurs contingents. Cette jeune fille dont vous parliez à l'instant aura ou n'aura pas d'anorexie. J'aurai ou je n'aurai pas la maladie d'Alzheimer. Il est nécessaire que je l'ai ou je ne l'aurai pas. Mais on ne sait pas si je l'aurai ou si je ne l'aurai pas. D'accord ? C'est ce qu'Aristote appelle des futurs contingents. Il se passera quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il y a une contingence, c'est-à-dire quelque chose qui est irréductiblement possible et incertain. Voilà la caractérisation des savoirs d'anticipation. Ils répondent à un besoin de prévoyance et ils ont pour objet les futurs contingents. Mon deuxième point, je vais rentrer dans la notion d'incertitude. Alors, on l'a dit, il y a une variabilité interindividuelle, nous sommes tous différents, il y a une multifactorialité dans les questions médicales, biologiques notamment, et on ne peut pas tout mesurer, il y a des biais qui sont liés à nos outils de mesure, ce qui nous conduit à avoir des savoirs qui sont probabilistes. Et vous avez bien illustré à l'instant cette notion de probabilité. Nous pouvons estimer les probabilités, mais il reste toujours une incertitude qui concerne le fait de savoir si l'individu va développer ou non ce que l'on prédit. Autrement dit, nos connaissances probabilistes s'appliquent à des populations. On sait que la jeune fille dont vous parliez fait partie de cette population des gens qui ont 55% de chance, une chance sur deux de développer cette maladie, mais on ne sait pas si elle, en tant qu'être singulier, elle va développer cette maladie. Donc il y a une incertitude, puisqu'on essaie de passer d'une probabilité calculée, estimée sur la base d'une population, à un individu. On ne sait pas où sont les individus. Donc le cas individuel reste par définition incertain. Et nombreux sont ceux parmi vous qui contribuent à essayer de réduire cette incertitude en produisant des recherches. Ça, c'est on voit pas très bien. C'est une capture d'écran d'un site qui vous propose une estimation de vos risques d'après analyse de votre patrimoine génétique que vous envoyez par correspondance. Donc, on ne voit pas très bien, mais on voit dans la colonne sur les risques de maladie, vous savez que, par exemple, vous avez 3,2% de chance, étant donné telle et telle caractéristique génétique, de développer telle et telle maladie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de médecine individuelle, mais en fait, ce n'est pas du tout individuel, puisqu'on ne fait que dire vous appartenez à une population dans laquelle 3 personnes sur 100 vont développer cette maladie. Mais ça ne dit rien sur vous. Ça dit quelque chose de la population à laquelle vous appartenez. Donc, on est dans un paradoxe. On a parlé de médecine personnalisée, mais en réalité, c'est une médecine très populationnelle dans laquelle nous sommes. Simplement, là où on est quand même dans un modèle classique des rapports entre savoir et incertitude, c'est que en ajoutant les savoirs les uns aux autres, en raffinant les outils, en raffinant les classes, en faisant des groupes de population de plus en plus restreints, on va réussir à prédire un peu mieux le risque individuel. Mais l'incertitude individuelle, elle est irréductible. Et là, on est dans un modèle classique du progrès, où finalement, on arrive quand même à repousser la frontière, même si on n'arrivera jamais à la connaissance de l'individu. Mais justement, je voudrais souligner des phénomènes autres. Tout à l'heure, Aveshne Weiss a parlé des marchands de doute, à propos des vaccins. Cette notion, qui est aujourd'hui beaucoup discutée par des historiens et des
et des sociologues et des philosophes, c'est cette notion d'agnotologie, dont vous avez peut-être entendu parler, ou autrement dit, la production intentionnelle d'ignorance. Il existe des pratiques scientifiques qui n'ont pas pour but de faire avancer la frontière de l'inconnu, de faire reculer l'inconnu, mais bien de brouiller les cartes. De faire en sorte que, finalement, après cette recherche, on voit moins clair qu'avant. L'étude de Proctor porte sur les industriels du tabac, qui ont enrôlé un certain nombre de scientifiques pour produire des études complètement valides sur le plan de la méthodologie scientifique et qui ne sont pas critiquables sur le plan, je dirais, méthodologique, mais qui servent à un agenda qui est celui de produire de l'incertitude. Le phénomène auquel on assiste, c'est que quelque part, des nouveaux savoirs servent à brouiller le signal. Au lieu de nous permettre de mieux comprendre ce dont il s'agit et d'avoir les idées claires, certains savoirs nous conduisent finalement à perdre un peu de vue le message. Donc ça, c'est une illustration de ce paradoxe selon lequel parfois plus de savoir fait plus d'ignorance. Il y a une incertitude qui est liée au choix de modèles. Et là, ça rejoint un petit peu ce dont Léo Koutelek vient de parler. Produire un savoir, c'est toujours, sauf peut-être à appliquer cette notion d'objet intégratif qui vient finalement nous permettre de faire peut-être une synthèse impossible mais de s'en rapprocher. Produire un savoir, c'est toujours faire le choix d'une dimension de l'objet et donc de laisser dans l'ombre d'autres dimensions de l'objet. Des références intéressantes. Fressos, qui est un historien, a écrit cet ouvrage très, très recommandable intitulé « L'Apocalypse joyeuse », dans lequel il produit une histoire du risque technologique, donc on est assez loin là, de la maladie d'Alzheimer, mais on est quand même sur cette estimation des risques et des savoirs des probabilités. Et il développe tout un tas d'études de cas, et dans l'une d'elles, il raconte comment s'est passée la transition dans la production de soude. Les habitants des bords de mer en Normandie, sous l'Ancien Régime, en brûlant le varech, pouvaient obtenir de la soude qui, après, leur servait à différents usages. Et il y avait, donc c'était une transformation, une fabrication de la soude qui était extrêmement polluante. Ça faisait des fumées, ça produisait des courants éventuellement pollués, et ça empestait l'environnement. Et il y avait une régulation qui existait sous l'Ancien Régime de ces brûlis de varech. Et il raconte comment, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre d'ingénieurs viennent faire des analyses et donner des expertises qui reclassifient complètement la faune et la flore de ces bords de mer et finalement viennent produire des nouveaux savoirs instruits de la chimie et des technologies modernes qui conduisent à oublier les savoirs qui étaient les savoirs locaux qui étaient ceux des producteurs de varech et de producteurs de soude de l'époque. Et c'est une étude de cas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une étude de cas intéressante où une science vient produire de l'oubli en même temps qu'elle produit de nouvelles connaissances. Finalement, en connaissant cette approche des nouveaux savoirs, on produit de l'oubli dans des savoirs traditionnels et des savoirs locaux. Il y a un deuxième exemple que je ne vais pas développer, qui a été donné par Myriam Solomon en 2013, dans une conférence en France, où elle a parlé des différentes stratégies de recherche autour de la mucoviscidose. Et elle a très bien montré que entre la stratégie génétique et la stratégie multidisciplinaire, finalement, l'une avait présenté beaucoup de promesses, c'était celle de la stratégie génétique, et que finalement, ce qui s'est avéré efficace dans le traitement de la mucoviscidose, c'était un ensemble de toutes petites innovations, un ajustement fin et bien adapté de tout un tas de techniques qui sont connues depuis très longtemps.
Et donc, le choix d'un modèle, le choix d'une stratégie de recherche n'est pas sans influence sur la visibilité ou les possibilités de se saisir d'autres stratégies de recherche. Donc, en ce sens-là, peut-être un peu fort, plus de savoir peut créer de l'ignorance au sens où elle peut nous conduire à ne pas adopter certaines stratégies de recherche. J'en viens à ma conclusion, qui consiste à dire qu'il faut tenir compte des contextes. Alors, évidemment, c'est de ces relations avec une diversité de savoir que la connaissance de l'avenir, de ces savoirs d'anticipation, tient sa valeur. Autrement dit, il faut voir comment ça s'articule avec tous les autres savoirs disponibles et les savoirs qui font l'objet de recherche. Et deuxièmement, nous avons besoin de réfléchir aux différentes vertus qui structurent la quête des savoirs d'anticipation. Je fais partie d'un groupe de travail qui réfléchit sur le rôle de l'accès aux données, notamment les données numériques qui sont produites par les patients, et ce que ça va changer aux recherches, notamment biomédicales, mais aussi dans d'autres champs. Et je crois qu'on est aujourd'hui avec ce qu'on appelle les big data aussi, dans quelque chose qui est de l'ordre d'un renouveau, d'un fantasme de contrôle et de maîtrise. On va avoir accès à tellement de gisements de données qu'on va enfin accéder à ce savoir, peut-être pas intégral, mais quelque chose avec une économie de la promesse qui est très présente. Il y a d'autres vertus qui peuvent permettre d'organiser les différents savoirs. L'humilité, la justice. Et je vais, pour terminer, compléter le mythe que je racontais tout à l'heure. Vous savez ce qui se passe quand Prométhée apporte le savoir et la technique aux humains? Eh bien, effectivement, les humains savent se chauffer, se nourrir, se soigner, etc. Mais c'est la zizanie. Les humains s'entretuent dans le mythe que raconte Protagoras. Et c'est là que Zeus intervient et donne. Donc c'est un don qui n'est pas fait par Prométhée, c'est un don qui est fait, un don divin. Et Zeus donne la vergogne, hein, la honte, le souci du regard de l'autre, et la justice. Et il dit, ces deux vertus, tout le monde les aura. Autant les métiers, les savoirs seront inégalement répartis, lui sera cordonnier, l'autre sera médecin, mais en revanche, ces vertus-là, tout le monde devra les acquérir. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on attend Zeus pour nous dire comment organiser les savoirs aujourd'hui. C'est à nous, évidemment, de nous débrouiller et d'avoir des assemblées dans lesquelles nous pourrions discuter de ces vertus organisatrices, de cette diversité de savoirs. Voilà. Merci beaucoup.